dans le chat si vous m'entendez bien. C'est pour le signal audio en fait. Vous pouvez me faire un petit message pour me confirmer que vous m'entendez bien? Ninou, être, ne pas être. Ok. Donc le sujet de ce soir, c'est les conséquences sociales, sociétales, économiques et psychologiques du confinement en général et du confinement à 18 heures. Donc en fait, j'aimerais bien avoir des intervenants qui sont spécialisés soit comment, en sociologie, soit en sociétal, des psychiatres pour expliquer les conséquences de tout ça, pour la simple et bonne raison que ça va avoir des conséquences, hein. Moi, je vous propose d'essayer d'analyser en fait les conséquences par profession. Je vais prendre quelques exemples. Par exemple, un salarié qui commence à 9 heures et qui finit à 18 heures, bah, en fait, ça va pas être possible pour lui parce que vous avez deux types de salariés, hein. Vous avez le salarié qui a pas d'enfant, qui commence à 9 heures, qui finit à 18 heures. Il a peut-être des courses à faire, donc il va falloir qu'il s'en aille au moins une heure avant, hein. Ça dépend où il va travailler, hein. Il faut savoir que dans pas mal de régions et de jobs, les gens ils transportent entre une demi-heure et trois quarts d'heure. Donc ça veut dire qu'il faudra qu'ils quittent avant. Je parle pas. Donc ça c'est le premier type. Deuxième type, c'est les salariés qui ont des enfants. Pour l'instant, j'ai pas d'infos sur tout ce qui est crèche, école et compagnie, mais il va falloir qu'ils s'adaptent aussi, hein. Il y a eu des articles sur l'impact sur la fonction publique. Du coup, en fait, il va falloir venir chercher les enfants avant. Sachez que quand vous venez pas chercher un enfant à l'heure fixe en temps normal, ils ont le droit de mettre votre enfant en fait au poste de police, hein, tout simplement. Donc, va y avoir des décalages en fait sur les horaires de travail et donc les employeurs euh, qui continuent à tourner, ils vont forcément décaler les horaires. L'ensemble des salariés va commencer plus tôt et finir plus tôt. Ensuite, par rapport au droit du travail, il y a peut-être des choses qui vont passer à l'as, quoi. Ça va même pas être négocié. Et donc, ça va bousculer un petit peu l'agenda de tout le monde, quoi. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, ça, je dirais, c'est comment une conséquence logistique des choses. Ensuite, si on se place dans une boîte Intel, en fait, ça va aussi avoir des conséquences sur d'autres. En fait, les boîtes travaillent avec d'autres boîtes, avec des fournisseurs. Donc, ça aura forcément un impact sur les fournisseurs. Pour les boîtes qui travaillent avec l'étranger, ça va forcément aussi avoir des conséquences. Donc, au niveau du décalage horaire, voilà. Et puis, les prestataires, surtout étrangers, peut-être que des fois, ils commencent à 6 heures du mat ou 7 heures, et puis là, on va leur demander de commencer à 6 heures, et puis en fait, ça va pas le faire, quoi. Ça va pas le faire. Ou une heure plus tard, ça va pas le faire non plus. Donc en fait, ça va chambouler tout ce qui est horaire de travail. C'est ça mon analyse sur le monde du travail.
Donc après, si on prend profession par profession, premièrement, je sais pas, on peut prendre l'exemple du boulanger. Alors le boulanger, en général, il est ouvert à 7 heures du matin, hein, voire 6. Lui, ça va pas lui changer grand-chose. De toute façon, il est debout de bonne heure parce que il faut qu'il fasse travailler la pâte. Donc le boulanger, ça va pas lui faire changer grand-chose. Les restaurants, on n'en parle pas parce qu'ils sont fermés. Les supermarchés, moi j'ai constaté hein, dans ma région, comme j'ai dit en chat, c'est même pas la peine d'aller faire ses courses à 17h30. En fait, ils vous refusent à l'entrée. Et à 17h, en fait, vous avez une queue pas possible parce que bah, il y a des gens qui rentrent du travail et puis bah, ils sont partis une heure plus tôt et en fait, voilà quoi, ils ont besoin, je sais pas moi, de prendre des croquettes pour les chats, des compotes ou du lait pour leur bébé. Ils y vont pas pour le fun, hein, mais en fait, bah, on est agglutinés dans les supermarchés, les transports en commun, on en a déjà parlé plusieurs fois sur plusieurs médias. Donc voilà, donc la conséquence de ça, c'est on est en train d'augmenter le risque de contamination. Après, si on parle par profession, on pourrait parler par exemple le cas des infirmières à domicile. Bah, en fait, elles vont pouvoir visiter les personnes qui ont besoin de soins à domicile, mais si elles n'ont pas de dérogation, bah, en fait, elles ne pourront pas passer au-delà de l'heure, quoi. Les médecins, je sais pas. Euh, Il y a plein de professions où, en fait, je sais pas. Si vous avez une coupure de courant, est-ce que l'agent EDF peut passer? S'il y a une urgence gaz, est-ce que l'agent peut passer? On ne sait pas, en fait. C'est, et puis, plus généralement, pour les salariés du secteur privé, bah, en fait, ça va être le chaos parce que, bah, comme j'expliquais avant, va y avoir des plannings pas compatibles et, euh, et en fait, je pense que ça va pousser au télétravail à fond, sachant qu'il y a des prestataires, des entreprises qui n'ont pas les infrastructures pour le faire. Ils n'ont pas les moyens non plus. Des fois, c'est même, oui, c'est surtout l'infrastructure, le système d'information, le SI, ce qu'on appelle le SI. Ils n'ont pas ce qu'il faut parce qu'en fait, ils ont des données critiques. Hein, ça peut être des banques, des choses un peu sensibles et en fait, on peut pas y accéder de l'extérieur. Donc, il y a encore des salariés qui vont venir sur place, mais ça va être plutôt en effectif réduit parce que bah, le cas le plus courant, c'est ils ont les infrastructures informatiques, mais par contre, on ne peut pas respecter les mesures sanitaires parce que les bureaux, ils sont pas agencés pour respecter la distanciation et compagnie. Donc, bah, on ne peut pas pousser les murs, hein, parce que voilà quoi. Et donc, bah, ils se retrouvent comment bah, coincés. Hein. Ils peuvent pas faire du télétravail parce que les données peuvent pas passer par le réseau. Et puis, ils peuvent faire venir que peu de personnes bah, parce que en fait, c'est une personne par pièce et pas plus quoi. Voilà, vous avez des remarques sur les professions on peut parler de l'école aussi. Hein, l'école, moi j'ai un petit peu d'informations. En fait, les élèves actuellement, c'est tu viens pas. Là, tu viens, puis la semaine prochaine, tu viens pas. C'est un peu chaotique. On ne sait pas trop ce qui se passe à l'école en fait. Vous avez d'autres exemples de professions impactées de votre côté? Alors, on pourrait parler des comment
tout ce qui est service d'urgence, notamment tout ce qui est assistance aux personnes dans la rue, c'est pareil, c'est une catastrophe. Non seulement bah, il y a comme d'habitude hein, des gens qui dorment dans la rue et ils vont être les gens qui s'occupent de ça, les maraudes et tout ça, bah, ils vont être plus contraints, etc., etc. Quoi. Alors après, bizarrement, oui, alors j'ai lu ta question, être ne pas être, quelle est la question? Oui, j'ai entendu parler hein, de ça sur le secteur aéronautique. Euh, oui, forcément, comme les avions, ils décollent plus, et puis qu'un avion cloué au sol, ça coûte, je crois que c'est 800 000 euros par jour. Quand il y a une astreinte, ça plus les couloirs aériens qui sont pas empruntés, en fait, on les facture. Moi, je travaille dans une boîte d'informatique. On travaille pour Airbus, entre autres. J'ai discuté un petit peu et moi, je pense que dans ce secteur-là, en fait, il faut se réorienter vers le spatial. Faut oublier les avions. Actuellement, l'industrie spatiale est en train de se développer aux États-Unis. Hein. On a SpaceX, on a Blue Origin, Amazon. C'est le moment que l'industrie aéronautique française, avec Ariane, le CNES, l'ESA, fabrique des fusées, des tuyères, des fusées réutilisables. Hein. C'est à la mode actuellement. Là. Il y a d'ailleurs un lancement demain du modèle SN9 de Tesla qui va décoller. Et puis il y avait eu un lancement d'Amazon Origin aujourd'hui, donc des fusées qui décollent, qui ont 15-40 km de hauteur. La capsule se sépare et la fusée, le premier étage, revient sur Terre et atterrit sans s'écraser. SpaceX, la dernière fois, ils se sont scratchés et Blue Origin, j'ai vu la vidéo aujourd'hui, en fait, ils sont pas scratchés. Donc, vous avez une fusée qui a décollé et qui a réatterri. On se croirait en pleine science-fiction et pourtant, en fait, ça fonctionne. Et donc, pour l'aéronautique en France, en fait, il faut faire une conversion. Il faut oublier les avions, faut faire des lanceurs, du tourisme spatial comme Blue Origin, voire même des lanceurs bon marché type SpaceX. Voilà quoi. Pour moi, c'est l'avenir de l'aéronautique, en fait, partout dans le monde. Hein. Voilà. Après, je voulais parler des restaurants. En fait, les restaurants, il y en a plein qui vont déposer le bilan, et puis il y en a plein qui ont déposé le bilan. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, il va y avoir des concentrations de petits restaurants à emporter. Il y en a peut-être qui vont se fédérer avec une application mobile, mais pas Uber. Hein. Ils vont essayer de créer une application où ils retrouvent leur marge, hein. Pas comme Uber où tu gagnes 2 euros. Qu'est-ce qu'il y a Les taxis vont faire pareil. Il y a des choses à faire en fait. Hein. Moi, j'ai fait du développement Android. Il y a des choses qui sont possibles. Hein. Voilà, quoi. Mais en fait, il y a une transformation de l'économie actuellement. Après, faut fixer les marges. Euh, euh, Faut pas penser qu'en termes de prix, parce que il y a plein de clients qui sont prêts à payer plus cher du moment qu'il y a comment une plus-value, la qualité dans le service, un petit plus, etc., etc., quoi. Pour moi, c'est pas une question de prix. Hein. La compétition
qu'on nous serine à longueur d'année, elle a pas lieu d'être, hein. Surtout à la française, on aime bien la petite cerise sur le gâteau, quoi. Donc ensuite, je voulais parler des étudiants, les conséquences sociétales, sociologiques et comment psychologiques sur les étudiants. Alors, moi, je m'adresse aux parents. Les parents, surtout les petits, quand ils ont des petits, hein, sortez-les un maximum avant 18 h parce que bah, un petit gamin, s'il est enfermé, il va péter un câble, quoi. Pour les jeunes, comment, ados et tout ça, euh, même si les salles de sport sont fermées, bah, en fait, encourager à aller faire un tour, une balade dans un parc ou dehors, bah, qui s'aèrent et qui restent pas dans leur chambre connectés sur leur PS4, quoi, parce que en fait, ça va pas le faire, quoi. Surtout les jeunes ados, là, ils sont complètement désorientés, ils peuvent plus voir leurs potes, ils peuvent plus faire la fête, donc c'est un gros problème et ben, pour pallier à ça, bah, faut les encourager à se voir la journée, mais qui restent pas chez eux, chez les uns, chez les autres, hein. Qui sortent, qui fassent une balade, de la marche à pied, même si les salles de sport sont pas ouvertes, les piscines et tout ça sont pas ouvertes, au moins qui respirent dans un parc au moins 1 ou 2 heures par jour. Voilà quoi. C'est important bah, pour les êtres humains en général, mais surtout pour les jeunes, quoi. Alors pour les personnes âgées, bon, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que j'ai vu des informations. Il y a des personnes âgées. Alors il y en a un, ça s'est passé en Espagne. Euh, En fait, la personne était sous tutelle de sa fille et sa fille voulait pas qu'elle se fasse vacciner. Et donc, la maison de l'EHPAD en Espagne a mis l'affaire en justice et un juge espagnol a ordonné que la personne âgée se fasse vacciner contre l'avis de sa fille. Donc ça, c'est un premier exemple. Et en France, ça s'est passé aussi. Mais là, ça n'a pas été en justice. En fait, euh, la personne qui s'occupait de la personne âgée s'est opposée à la vaccination et l'EHPAD a tout simplement et bonnement demandé à la personne âgée bah, en fait, de partir. Donc la personne âgée était expulsée de l'EHPAD. Donc voilà ce qui se passe. Et j'ai envie de dire, tous ceux qui ont des grands-parents, des arrière-grands-parents en EHPAD, faites le maximum pour prendre soin d'eux parce que bah, en fait, à l'isolement, déjà en EHPAD, c'est un peu des mouroirs, mais là, sans pouvoir les voir et tout ça, bah, en fait, c'est dramatique, quoi. Voilà, quoi. Oui, être ou ne pas être, oui, mais Uber, c'est un modèle économique. En fait, moi, j'ai trouvé moi, enfin, je suis ingénieur informatique, donc j'ai trouvé du code là pour faire un Uber like. Bah, en fait, les marges, tu les changes dans le code, hein. Après, faut voir comment c'est possible. Faut qu'il y ait des souscripteurs, faut au moins un serveur hein, pour centraliser. Enfin, l'application mobile, elle tape forcément sur un serveur, hein. Donc, faut faire une location d'un serveur. Ça va pas chercher loin, hein. Mais oui, oui, on peut faire des choses. Il n'y a pas de souci, hein. C'est pas un problème, hein.
Vous regarderez ma vidéo précédente, là, j'ai un peu fait de technique. Il y a plein de choses il y a plein de choses à savoir. Ensuite, l'impact pour moi sur ce couvre-feu de 18 heures, c'est les services publics. Donc en fait, vous savez qu'il y a plein de gens qui sont tributaires de la Poste, par exemple, pour leur compte en banque. Et bah, en temps normal, la Poste était ouverte de 8 heures du matin à 19 heures. Et puis bah là, elle est plus ouverte à 18 heures. Donc, comme les supermarchés, elle doit refuser du monde à partir de 18h30, de 17h30. Et donc, il y a des gens, ils dépendent de la Poste pour retirer journalièrement leur argent parce qu'ils n'ont pas ils ont pas de carte, ils ont rien quoi. Donc ça va poser un problème. C'est pareil pour la CPAM, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse, pour la Caisse d'assurance maladie. Donc en fait, tout ce qui est social, c'était déjà engorgé. Puis en fait, là, ça va être de pire en pire. Voilà, ça, c'est une autre conséquence que je vois. Après, sur la vie en général, bah, je sais pas si vous avez remarqué, quand vous baladez dans la rue, bah, maintenant, alors, en temps normal, tout le monde était pressé, hein, mais en fait, maintenant, tout le monde est plus que pressé et on sent, enfin, moi, j'ai senti une panique, pas une panique, mais en fait, ça fait une semaine là, quand je vais faire mes courses à 16h30, 16h30, 17h, c'est la queue comme si c'était 19h. Donc, je vous laisse imaginer les week-ends. Et puis là, on se tape 2 semaines de couvre-feu à 18h. On en est qu'au premier jour, hein. Donc, je vous laisse imaginer sur 15 jours ce que ça peut donner. Bon, après, je sais pas, vous avez d'autres idées sur les conséquences d'autres secteurs d'activité. Bah, le secteur hospitalier, par exemple, c'est pareil. Si on avait un rendez-vous pour un truc bénin, bah, vaut mieux avoir l'attestation ou comment, le papier du médecin ou de l'hôpital parce que bah, sinon, voilà quoi. Je parle pas, alors je parlerai pas des activités de loisirs parce qu'en fait il n'y a plus de loisirs, il y a plus rien quoi. Mais comment je dirais, je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos, des photos de Paris en ce moment, Paris 18h, il n'y a personne dehors quoi. Ça fait on a l'impression que je sais pas, c'était enfin c'est ambiance fin du monde quoi. Et puis sans compter ce qui s'est passé au jour de l'an. En fait, au jour de l'an, il y a plein de voisins qui ont dénoncé d'autres voisins parce qu'ils entendaient des bruits et bon, bah, ils soupçonnaient qu'il y avait une fête de plus de 6 personnes. Bah, en fait, ça va se multiplier parce que bah, les gens, ils vont quand même faire la fête, même s'il y a un couvre-feu à 18 heures, ils vont quand même se rencontrer, quoi. Ils vont peut-être dormir les uns chez les autres, et puis voilà, quoi.
Le secteur de la maintenance industrielle, oui, ouais, ouais, je confirme, dans le sens où en fait, il y a de plus en déjà il y a l'industrie 4.0. Donc en fait, il y a beaucoup d'industries, ils commencent à être connectés avec l'internet des objets, et on arrive à régler, calibrer, redémarrer, initialiser, paramétrer une machine à distance via le réseau. Donc ouais, ouais, la maintenance industrielle, il n'y a pas de souci. C'est en plein avenir. Et puis, il y a du cloud dédié sur ça, hein. Il y a du cloud yacht, du cloud Internet des objets spécifique à ça, sécurisé. Ah non, ça fonctionne. Je confirme, ça fonctionne. Après, je conseille à tout le monde. Bon, c'est vrai que ouais, on peut surfer sur YouTube, se renseigner, tout ça. Moi, je conseille quand même aux personnes, à tout le monde, comment de se former à ce qui les intéresse, les choses qu'ils n'ont pas pu faire quand ils étaient pris par les temps de transport. Je parle aux personnes qui ont la chance d'être en télétravail, et puis prendre du recul. Euh, je pense que ça va passer, mais bon, bah, pour l'instant, c'est comme ça. Et vraiment se former, se cultiver, lire un livre, faire de la méditation, se relaxer, surtout pas regarder trop les infos comment mainstream, parce que en fait c'est angoissant, c'est anxiogène. Euh, voilà, quoi. Se reposer, prendre du recul. Voilà, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Bon, je sais pas, vous avez des questions? Alors, Nino de Paris, tu parlais du revenu universel. Ce n'est pas la solution. Euh, le revenu universel, en fait, ça sera pour mettre au pas les gens. Euh, moi, je suis plus pour comment que les gens gagnent leur argent avec l'activité qu'ils ont envie de créer, quoi. Pour moi, c'est plus synonyme de liberté. Le revenu universel, il sera forcément adossé à une contrepartie. Euh, alors, il y en a qui disent c'est le vaccin, mais ça peut être carrément autre chose, hein. Ça peut être administratif pur, des choses, voilà quoi. En fait, dépendre de l'État, de toute façon, c'est pas bon. Dans la vie, quand on veut être libre, il faut dépendre de personnes. Il faut respecter comment les lois. Ta liberté s'arrête où celle de l'autre commence, on est bien d'accord. Maintenant, la notion de liberté, on pourra en discuter des heures, mais il ne faut pas dépendre de l'État. Quand tu dépends de l'État, l'État c'est tout le monde, et surtout en France, bah, l'État en fait, l'État français, il a jamais mis tout le monde d'accord, hein. Hein, sinon ça se saurait. Sinon ça serait pas le bordel en France, quoi, tout simplement. Et donc voilà, si c'était carré en France, tout le monde serait riche. Oui, alors être ou ne pas être, j'avais prévenu hein, sur le live précédent, c'est de l'informatique pure. J'ai donné deux, trois trucs, il y en a plein d'autres, hein, j'ai pas tout donné. En fait, c'est un appel plutôt aux informaticiens, là, parce que dans le milieu informatique, il faut savoir un truc, ils sortent tous d'écoles d'ingénieurs.
et ils ont été élevés dans la culture de la compétition. Le problème, c'est que ce milieu-là, les ingénieurs qui sortent d'école, parce que moi j'en coach certains, en fait, quand ils sortent d'école, dans leur tête, on leur dit t'es le meilleur, tu vas gagner ta vie, machin, etc. Et puis quand ils sont embauchés dans une SS2I, une SS2I auquel j'appartiens, mais je la nommerai pas, on leur fait croire monts et merveilles. Et en fait, ils sont engagés soit sur mission, donc pour un client précis avec une techno précise, ou alors ils sont engagés sur profil. Ils sont souvent engagés sur mission parce que actuellement les CS2I, c'est pas sur profil, parce que sur profil, c'est-à-dire on te prend parce que tu as tel profil et puis on verra plus tard si on trouve une mission. Actuellement, le marché est tellement tendu que maintenant on recrute sur mission, c'est-à-dire on voit que la personne maîtrise telle technologie, le client demande telle technologie, donc ça match et on le prend. Ah, et puis après on verra si sur une autre mission on trouve notre mission, mais c'est juste pour faire du business. Et en fait, ils sont souvent déçus parce que on leur propose des salaires d'entrée et en fait, pendant au moins 4 ans, ils sont pas augmentés. Et comme c'est des petits jeunes qui ont les crocs, et puis qu'ils ont été bien boostés dans leur école d'ingénieur, on leur dit tu vas voir, tu vas passer chef de projet dans 2 ans, etc. Tu vas monter en compétences et en salaire. Et en fait, ils sont déçus au bout de 2 ans. Et donc, moi, ces petits jeunes-là, je leur dis, tant que tu n'as pas 30, 35 ans, mais en fait, quand tu fais ton bilan de carrière, annuellement en tant que cadre, en fait, si tu n'as pas ce que tu veux, ton CV, tu le postes sur LinkedIn, sur les jeudis, c'est un site d'informatique, sur Monster et compagnie. Et puis, en fait, tu fais jouer la concurrence. Et puis, à chaque fois que tu en as un qui te contacte, et tu calcules ton salaire et tu rajoutes 10%. Et c'est comme ça que tu pourras progresser en termes de salaire et de compétences. Par contre, je lui dis, tu as une deadline, c'est 30-35 ans, parce qu'après, il faut savoir qu'on les cesse de vie. Après ça, t'es un peu mis au placard, on te propose plutôt des missions PPR, voire merdiques, quoi. Donc je reviens aux informaticiens. Sur le live précédent, là, j'ai publié des tutoriels et tout ça, mais j'ai aussi publié un GitHub, donc un repository de code. Il y a un prototype pour faire du serveur vidéo peer-to-peer, hein, ça peut servir surtout quand on voit la censure sur YouTube, Twitter et compagnie. Et puis je fais un petit appel aux codeurs. En fait, ils peuvent me contacter pour faire d'autres programmes utiles à, à Ession, quoi. J'en dis pas plus. Ouais, la suppression de l'argent liquide, de toute façon, c'est prévu, hein. C'est prévu. En fait, derrière, il y aura la blockchain pour les transactions. Et justement, j'encourage les informaticiens à s'intéresser à la blockchain parce que justement, devant la censure, par exemple, il y a une série de réseaux sociaux qui sont en train de naître là, qui font appel à la blockchain pour pas qu'on puisse striker une chaîne. Il y a Odyssey qui fait ça, il y a Daylive, je crois qu'il y a Twitch aussi. Euh, Vous avez vu Twitter, Trump a été censuré de Twitter, Instagram, etc., etc. Bon, moi ça m'a choqué parce que on strike un président d'un État, même si on n'est pas d'accord avec Trump. Si c'était le compte Twitter de Macron, ils auraient tous gueulé et là personne ne dit rien. Bref,
Mais en fait, eux, ils font de la décentralisation, mais c'est de la réplication de cache, du cache varnish et tout ça, ce qu'on appelle du cache varnish. Mais Odyssey et tout ça, eux, ils font du blockchain. C'est-à-dire que quand vous allez sur le portail, ce que vous voyez sur le portail, telle chaîne est sur tel ordinateur, telle chaîne est sur tel ordinateur, et un ensemble de vidéos est lié par une blockchain, ce qui fait qu'on ne peut pas supprimer une vidéo, sinon on compromet une blockchain donnée. Donc c'est pas attaquable et j'ai envie de dire ouais, ça serait pas mal qu'on développe un réseau social en blockchain. Hein, faut regarder un petit peu ce qui se fait. Hein. Il y a sûrement des GitHub, il y a des protos et tout ça. Maintenant, il n'y a que 24 heures dans une journée, je peux pas tout faire. Hein, donc, je lance un appel aux codeurs, mais pas des branques. Hein. Moi, j'ai 30 ans d'expérience en code, donc je prends que des gars qui connaissent l'objet et tout ça. La programmation orientée objet, ce qu'on appelle. Est-ce que vous avez d'autres idées sur des catégories sociales impactées par le couvre-feu à 18 heures? Moi, j'ai noté sur les profs, par exemple, les profs, de ce que je sais, ils ont beaucoup de mal à gérer un emploi du temps alternatif, télétravail ou en présentiel. Il y a des profs qui sont pas formés. Il y a beaucoup de profs qui sont proches de la retraite, donc outils informatiques, ils ont un peu de mal. Et puis, bah, au niveau des élèves, bah, en fait, il y a deux types. Hein. Il y a les élèves qui sont habitués à l'ordinateur pour d'autres raisons, hein, et puis qui arrivent à faire leurs devoirs avec le portable que l'école leur fournit. Il y a des régions en fait où il n'y a pas les moyens, donc en fait le rectorat ne fournit pas d'ordinateur, donc en fait les élèves quand il n'y a pas de présentiel, ben, en fait ils sont à la maison. Et puis il y a des élèves qui ont l'ordinateur et puis en fait ils n'ont pas l'encadrement familial pour comment je dirais, pas les forcer, mais les inviter à travailler sérieusement comme s'ils étaient à l'école. Du coup, on a plein de cas de décrochage. Donc c'est pareil, ça va avoir des conséquences sur les étudiants. J'ai aussi entendu parler de beaucoup d'étudiants qui avaient obtenu leur diplôme comment l'année dernière. Et en fait, comme il y a eu le Covid et tous les couvre-feux, ben, en fait, ils sont restés un an sans pouvoir trouver un contrat de qualification ou un stage. Et en fait, leur diplôme ne vaut plus rien. Quoi. Donc, c'est des étudiants qui ont leur diplôme, mais en fait, ils l'ont pour rien. Et ça, c'est pareil, c'est dramatique. Après, on pourrait parler des forces de l'ordre. Bon, la police actuellement, elle applique, comment je dirais, les directives des préfets à la lettre. Euh, la gendarmerie, pareil. L'armée, on n'entend pas parler. Par contre, moi, je demande aux forces de l'ordre d'être un petit peu conciliant parce que, en fait, si une mère de famille, par exemple, rate son train ou prend son train à l'heure et puis le train il a du retard, une panne, etc. Et puis qu'elle va chercher son gamin ou elle va faire des courses et qu'elle a, comment je dirais, les hors couvre-feu à un quart d'heure près, bon, faut pas non plus déconner et la verbaliser à tour de bras, quoi.
Moi, j'encourage plutôt les forces de l'ordre à verbaliser, je sais pas moi, à partir de, je sais pas moi, de 23h. 23h, hein, ils savent très bien qu'il y en a. Ils savent très bien qu'il y en a certains, c'est le début de leur journée, hein. Je ne veux pas faire de détails. Bon, on pourrait parler du milieu artistique aussi. Bah, le milieu artistique, j'ai remarqué, il y a pas mal d'artistes qui essayent de se reconvertir en développant une activité en ligne. D'autres, bah, on n'entend pas parler. Plus particulièrement les gens qui sont qui font du théâtre. Malheureusement, bah, il n'y a pas de théâtre, hein. Je plains aussi moi les intermittents du spectacle parce qu'en fait bah, ils n'ont pas de boulot, hein, tout simplement. Et quand en plus ils ont des affiliations sécurité sociale temporaires entre guillemets, bah, en fait et puis qui doivent justifier des temps de travail, bah, en fait là bah, ils ont rien. Voilà, c'est pareil, c'est comme les restaurateurs et les cafetiers, c'est des gens qui sont sacrifiés quoi. Et je vous parle pas des prestataires, hein, parce que il y a des sociétés qui font son et lumière, bah, en fait ils ont pas de boulot, voilà quoi. C'est voilà. Et puis j'entendais un reportage tout à l'heure. C'est bizarre, il y a encore des lives à la télé euh, alors qu'on interdit les spectacles. Donc allez comprendre comment certains animateurs de télé puissent obtenir l'autorisation de faire un live avec un public, hein, parce qu'il y a un public qui est payé pour applaudir et tout ça. Comment eux, ils peuvent faire un live, donc une sorte de spectacle, alors que le monde du spectacle n'est pas autorisé à travailler. Ouais, c'est comme tu dis, être ou ne pas être, c'est dramatique, mais en fait, ça a toujours été comme ça, hein. Dès qu'il y a une crise, il y a toujours des gens qui s'enrichissent sur les autres, hein. Ça, c'est pas étonnant, hein. C'est absolument pas étonnant. Mais moi, mon sentiment, c'est que ça va pas tenir ces situations parce que là, il y a trop de gens qui sont, pour moi, il y a trop de gens qui sont dans la difficulté en fait. C'est pas possible. C'est pas possible que comment que ça perdure. C'est absolument pas possible. Et même là, je dirais dans 2, 3 mois là, euh, il va y avoir un engorgement sur les services sociaux. Euh, C'est-à-dire que Pôle emploi ou l'allocation chômage, ils vont pas savoir comment répondre. C'est même pas une question de moyens, c'est qu'il y aura trop de dossiers qui arriveront. Tous les économistes actuellement, et quand je dis économistes, des gens bah, qui ont prévenu de tout ça hein, largement avant. Moi, je pense à Delamarche, Olivier. Euh, Mais en fait, en février, là, déjà, il devait plus y avoir les aides sur les entreprises. Et bah, il y a des entreprises, on leur a prolongé artificiellement leur activité, sachant qu'en plus c'est des prêts, c'est même pas de l'argent qu'on a donné, hein. Donc ça veut dire que quand ils vont déposer le bilan, ça va aller, je dirais, à perte des profits pour l'État. Donc l'argent qu'ils n'auront pas remboursé, bah, en fait, ça sera les impôts de ceux qui auront encore une chance de travailler.
Voilà, ça c'est la réalité des choses. Sans compter les plans, vous avez entendu Macron qui a fièrement dit j'ai fait un prêt de 100 milliards pour la France, tout va aller bien. Mais en fait, quand on creuse et qu'on regarde, c'est pas 100 milliards qu'il a emprunté, c'est oui, effectivement, l'Europe lui prête 100 milliards, mais en fait, il dispose que de 40 et le reste, on sait pas où il va. Donc, la France, elle a vraiment 40 milliards. Par contre, on paye des intérêts sur 100 milliards. Donc, voilà. Macron s'est vanté d'avoir fait le deal du siècle. En fait, il a encore une fois enflé les Français. Ah oui, mais Ordo et Chaos, c'est bien connu, hein. Déjà, si on s'intéresse aux sciences, en fait, en sciences quantiques, le chaos, dans le chaos, il y a de l'ordre. Vous intéressez à ce qu'on appelle les attracteurs en mathématiques. Euh, c'est utilisé pour les calculs électriques, l'électricité, en quantique. Et en fait, il y a de l'ordre dans le chaos. Et donc, la devise Ordo et Chaos, oui, effectivement, c'est l'ordre par le désordre, divisé par Muranier. On pourrait même dire solver et coagula en alchimie hermétique. Hein, solver, on dissout, puis après on coagule, puis on voit ce que ça donne. Donc voilà, quoi, c'est bien connu, c'est bien connu tout ça. En fait, le but de ces loges, rappelez-vous l'homme de Vitruve. Le symbole de l'homme de Vitruve, c'est le logo de Manpower. En fait, l'homme est au centre de tout. Donc en fait, il y a plusieurs choses un petit peu dérangeantes. La première, c'est l'homme au centre de tout. Donc en fait, l'homme se prend pour Dieu. Mais il y a plus inquiétant, c'est en fait, c'est pas l'homme au centre de tout, c'est l'homme est capté de partout sur ses sens. On essaye de contrôler tous ses sens et c'est exactement ce qu'on fait dans notre société. Par la drogue, euh, par le sexe, par l'argent, par la réalité virtuelle, euh, voilà, la culture du plaisir. En fait, on aliène l'essence de l'homme, alors que logiquement, c'est à l'homme de décider ce qui est bon ou pas bon pour lui. Et même le toucher, le tactile en informatique, voilà quoi. On a créé la connexion entre la machine et l'homme. Donc le toucher, la connectivité, réalité virtuelle, c'est la vision. L'odeur, on va y arriver en informatique. L'ouïe, on l'a déjà avec le casque, la musique, les fréquences. Le goût, on l'a par la bouffe. Le sexe, on l'a par le sexe, et, etc., etc. Il y a un double projet en fait. Il y en a un, c'est se prendre pour Dieu. Enfin, c'est faire croire aux gens qu'ils peuvent être l'égal de Dieu. Et le deuxième, c'est l'aliénation des sens. En fait, ça, c'est pour faire perdre les repères aux gens. Oui, l'alchimie, j'ai tout lu. Moi, j'ai lu Fulcanelli, Eugène Cancelier, Michael Meyer. euh, j'ai tout lu en fait. J'ai une bibliothèque assez importante sur ça.
C'est très intéressant, l'alchimie. Déjà, quand c'est bien écrit, bon, il y a même Cagliostro, tout ça. C'est très bien écrit. Il y a beaucoup de symbolique. Fulcanelli, par exemple, c'est pas mal parce que il vous explique il vous explique tout ce qui est architecture dans les églises. Il y a aussi un petit bouquin qui est pas mal à lire pour commencer, c'est Les 33 degrés de la sagesse de Christian Jacques, qui vous fait une rétrospective de la cathédrale de Metz, si je me souviens bien. Et donc, en fait, Fulcanelli vous explique tous les frontispices à la cathédrale de Notre-Dame. Il vous explique la croix d'Andaille. Il vous explique plein de choses. Michael Mayer, c'est un peu plus high level avec des gravures. Eugène Canceller aussi, hein, c'est dans les années 60. C'est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je les ai pas en tête, hein, mais j'ai plein de bouquins sur ça. J'ai même trouvé des petites revues qui s'appellent Atlantis. Donc, il y a pas mal de choses à lire. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Non, mais Ordo de Chaos, ils connaissent parfaitement la psychologie humaine. Hein. Regardez la dernière couverture de The Economist en 2019 avec l'homme de Vitruve. C'était marqué noir sur blanc ce qui allait se passer. Hein. Et en fait, The Economist, la couverture, c'est celle de 2019, en fait, elle est programmée pour 2020, et celle de 2020, elle est programmée pour celle de 2021, et celle de 2021, elle est programmée pour celle de 2022. Il y a un an de décalage à chaque fois. Regardez celle de 2019, c'est une sorte de papyrus, et il y a l'homme de Vitruve en grand, et vous avez tout, y compris le pangolin. Hein. Y compris le pangolin, bizarrement. Hein. Et celle d'avant, avec le jeu de tarot, vous avez des cartes de tarot, et il y en a une, on voit un ermite, donc c'est la carte de l'ermite, et vous voyez un défilé de petits personnages en jaune, et il y en a un qui tient une pancarte, c'est marqué TTIP, donc la taxe sur les carburants. C'est-à-dire que sur cette couverture, ils prévoyaient les gilets jaunes. Les économistes, c'est un journal qui s'adresse aux mondialistes. Hein. C'est pas un truc. Vous avez même vu que ils avaient fait une couverture à la gloire de comment elle s'appelle Traoré. Traoré. Voilà, quelqu'un de sorti de nulle part, hein, qui a un certain passif, hein, pour pas être vulgaire, qui se retrouve sur la couverture de comment je crois que c'est Forbes. Que rien n'est laissé au hasard. Ouais, c'est ça, être ou ne pas être. La couverture là, euh, il y a tout en fait. Et la dernière là qui vient de sortir, bah, en fait c'est un jackpot. On voit Biden, on voit un missile avec un logo, comment le logo radioactif là. On voit des virus, on voit un drapeau américain coupé en deux, on voit la bourse, on voit pas beaucoup de choses, mais si vous assemblez chaque colonne du jackpot, vous les collez parce que en fait, il se relie de bas en haut, il se relie. Hein. Vous avez une chronologie en fait. Vous avez une chronologie.
Et même dans la couverture de 2019, ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a même une apologie de la drogue. Donc, il y a une chose à dire aux jeunes sur la drogue. Historiquement, les Anglais ont tenté comment je dirais, d'envahir la Chine indirectement, sans bataille, en introduisant l'opium. Donc, il faut expliquer aux jeunes que la drogue, c'est fait pour envahir un pays, calmer tout le monde et que personne ne donne son avis et personne ne réfléchisse. Et puis, même à la limite, détruire la santé des gens, quoi. Voilà. Ça, c'est important. Il faut passer par l'exemple historique, hein, expliquer que les Anglais ont introduit l'opium pour pouvoir asservir la Chine à l'époque où les Anglais, les Français, et je me rappelle plus quelle nation, essayaient d'investir les provinces de Chine. Sans compter que faut expliquer aussi aux jeunes que la drogue finance le terrorisme. Ça, c'est important de leur dire, même si ça leur parle pas. Leur donner les exemples de faits divers, hein, par exemple. Alors, être ou ne pas être, il y a d'autres comment, catégories sociales que j'aurais oubliées. Je pourrais peut-être donner mon avis, hein. Oui, bon, il y a les chômeurs. Les chômeurs, ils étaient déjà dans la merde. Là, comment, les chômeurs, surtout ceux qui sont, même s'ils ont prolongé ceux qui étaient en fin de droit, comment, ça va être dur pour eux, quoi. Puis en plus, ils essayent de remodeler toutes les conditions. C'est pour ça qu'ils nous parlent de revenu universel. En fait, ils veulent fusionner toutes les aides en une seule aide, et puis bah, ça sera soumis à un ensemble de conditions. À mon avis, ça sera la liste des conditions de chaque aide. Voilà, pour moi, c'est ça, quoi. Maintenant, les solutions, hein, parce qu'il faut être positif. Moi, j'encourage tout le monde que ça soit les personnes qui travaillent ou que les gens qui travaillent pas. Déjà, créez-vous un réseau d'amis. Bon, je dirais, si c'est des familles, il faut faire ça avec des familles ou d'autres personnes qui sont seules, hein, mais des gens sur lesquels vous pouvez compter, et puis chacun sait faire quelque chose. Par exemple, vous savez planter des pommes de terre, et puis il y en a un autre qui sait changer des plaquettes de frein, et puis il y en a un autre qui sait changer l'interrupteur, et puis il y en a un autre qui sait réparer un ordinateur, etc., etc. En fait, il faut que vous fassiez une petite communauté de métiers comme un petit village, quoi. Ça, c'est important. Et donc, il n'y a pas d'argent, hein, je te rends service sur ça, puis dès que j'ai besoin d'un truc, bah, tu m'en rends service, quoi. Ou alors, être ou ne pas être, les politiciens, en fait, c'est une des seules catégories, j'ai envie de dire, bah, en fait, il faut plus que ça existe, parce qu'en fait, ils servent à rien. Ils servent strictement à rien, c'est des parasites. Ils sont incompétents et, euh, et pour 99,99%, ils sont corrompus. Donc,
Je vais donner un exemple. Par exemple, si demain, moi, je me présente, je sais pas, au président de la République, j'ai besoin de 500 signatures de maire. Vous voyez là, l'arnaque, hein, déjà. Voilà, hein, je vais aller voir des maires, et puis ils sont tous francs-mac, ou tous plus ou moins mouillés dans des sales affaires. Euh, en fait, pour avoir les 500 signatures, en fait, il va falloir faire du lèche-cul 500 fois, quoi. Hein. Comme ça, ils vont vérifier que 500 fois vous êtes dans le système. Et puis, après, on va éplucher vos comptes, on va éplucher votre casier, etc., etc., vos impôts, etc. Et puis, peut-être que vous obtiendrez 1 ou 2% parce que les autres en face, ils vont voter entre eux, hein, pour garder leurs privilèges, quoi. Hein. Donc, voilà, le système est totalement verrouillé, ça sert à rien, ça sert strictement à rien de faire de la politique. De toute façon, voilà quoi. Puis si on revient sur l'histoire de France, s'il y avait un coup d'État, ça viendra pas de l'armée. Même si ça venait, je dirais, de résistants, on va dire de tout bord, hein, ça ferait mal, ça ferait très mal. Ça serait forcément avec l'appui d'une puissance étrangère, mais ça ferait mal. Ça ferait très mal. Ça ferait très mal parce qu'il y a des gens dans ce pays qui veulent absolument pas perdre leur privilège. Donc, si coup d'État il y a, je dirais que ça a intérêt à être massif, coordonné, bien pensé et puissant. Et d'un coup, hein. Pas un truc, on va dire, à la russe, à l'américaine, à la tchétchène et à la martienne, j'ai envie de dire. Parce qu'en face, on a des gens plus que déterminés pour garder leur précarité. Ouais, Rémi Dallier, ouais, c'est ça. C'est ça. Je suis comme toi, je suis mort de rire. Déjà, un mec qui est ancien de la DGSE, attends, soyons sérieux, quoi. En plus, c'est un mec qui annonce le truc sur YouTube. Mais soyons sérieux, quoi. Il faut pas être bête plus 10 pour comprendre que c'est de l'arnaque totale. Et puis, t'as des pseudo-résistants, là, comment des mecs, là, sur YouTube, ouais, je prête allégeance et tout. Bah, c'est bon, mon gars, t'es fiché. Déjà, t'étais fiché avant, mais là, t'es fiché doublement, quoi. C'est là où on voit la naïveté des gens, quoi. Mais je pense que, en fait, en France, ça fait trop longtemps qu'on n'est pas en guerre. C'est pour ça que les Français, ils osent pas. Ça fait, euh, Ça fait trop longtemps qu'on n'est pas en guerre. En fait, on n'a plus l'habitude de combattre. On est trop à l'aise. On est trop à l'aise dans notre confort. Et puis, il n'y a pas de sentiment de patriotisme. Alors, ceux qui m'écoutent, qui sont choqués par le mot patriotisme, je vais m'expliquer. Hein. Moi, le patriotisme, c'est l'amour de mon pays. C'est les valeurs de mon pays, les traditions de mon pays et la culture de mon pays. Et ça, c'est pas négociable. Hein, c'est pas négociable. Hein, les valeurs, c'est français, c'est saucisson pinard, c'est un pays qui est chrétien, c'est les traditions françaises à l'ancienne, voilà quoi. C'est la France, la France telle qu'on l'aime quoi. Voilà, c'est tout. Et puis en plus, ça a bien marché pendant des années.
hein, et je vois pas pourquoi ça marcherait pas ensuite, quoi, hein. Les bals musettes, comment les kermesses, comment les mariages à l'église, comment les foires, les vides-greniers, plein de choses, quoi. Je veux dire, les veillées, même les veillées dans les années 60, on regardait pas la télé, hein, on faisait une veillée, il y avait soit un ancien qui racontait une légende, soit Tata qui nous lisait un livre, ou alors on faisait de la musique, toi, avec un bon feu. Voilà, on se retrouvait en famille. Maintenant, bah, en fait, on bouffe comme des cons à la même table et puis on regarde la télé, on regarde de la merde à la télé. Pour moi, c'est pas ça la France. C'est pas ça la France. La France, il y a des traditions. On a même cassé l'esprit de famille, quoi. Alors j'entends les Français dire oui, mais bah, en fait, dans d'autres communautés, oui, ils sont solidaires. Bah oui, bah, ils ont bien raison, hein. Ils ont bien raison. Ils ont bien raison, ils sont restés solidaires. Et ben, qu'est-ce qu'ils attendent les Français là, pour être solidaires entre eux là? Olive 49, je donne pas mon adresse email comme ça. Si tu as des questions, tu me les poses dans le forum. Mais n'hésite pas, hein. Ouais, pour revenir sur les conséquences socio-économiques, qu'est-ce que je pourrais encore Oui, bah déjà 18 heures, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont habitués. En province, si, mais et encore, bon, c'est plutôt 19 heures. Parce que en province, les commerces ferment à 19 heures en général. C'est plutôt dans les grosses villes, je sais pas, ça va créer comment ça va avoir des impacts sur les gens parce que les personnes, ils ont pas, bah déjà, les gens qui travaillent, ils ont besoin de décompresser. Bah, ils vont faire du sport après le boulot, ou ils vont faire des courses, ou ils vont voir des amis. Les célibataires, ils vont faire un after work, etc., etc. Et puis bah, les célibataires, ils sont plutôt à rentrer à 21 heures. Voilà quoi. Quand c'est des familles, bon, bah, on arrive à 17h30, 18 heures quand on a les petits enfants. On fait la popote, 19 heures. Il y a des amis qui arrivent à 20 heures, 21 heures. Et puis voilà, puis on passe une petite soirée sympa, 22 heures. En fait, les gens ils se couchent pas avant 22 heures, 23 heures. Et en fait, là, on est en train de tout casser. C'est-à-dire qu'à 18 heures, si on veut avoir le même mode de vie qu'avant, bah, en fait, il faut avoir tout fait avant 18 heures. Et puis, si vous avez des invités, il faut qu'ils arrivent avant 18 heures. En fait, il y a des trucs, c'est pas possible, quoi. Donc, en fait, ça va encore, pour moi, ça va encore plus casser les liens sociaux. Alors, ils ont dit 15 jours, mais bah, moi, j'y crois pas, hein, tout simplement, parce qu'ils vont nous dire que comment ils arrivent toujours pas à maîtriser l'épidémie. Alors, donc, ça veut dire que, en fait, tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent ne marche pas. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, là, j'ai vu cet après-midi, apparemment, il y a un variant allemand du virus qui a été détecté en Allemagne. Donc, ils vont nous faire le coup du variant allemand, hein, forcément. Et puis après, ils vont nous trouver le variant belge, et puis le variant suisse, et puis le variant, je sais pas quoi, moi, irlandais ou hollandais. Donc, en fait, on va pas s'en sortir. Mais je t'en prie, Olive. Mais n'hésite pas, hein, tu me poses une question.
Dans le chat, tu mets même le lien sur un truc qui arrive pas techniquement, je t'orienterai sans problème. Bon, ouais, dans les autres catégories, je parlais tout à l'heure des forces de l'ordre. En fait, pour moi, va y avoir aussi une réplique des mafias parce que, bah, en fait, on empêche leur trafic de se faire. Ils ont commencé à ruser actuellement avec bah, des faux livreurs, des faux agents RATP, des faux des fausses infirmières. Mais la mafia, bon, la mafia c'est pas bien, hein, vais être clair sur ça. Mais en fait, ils vont pas accepter ça. Donc, parce qu'actuellement, bah, tous les commerces de nuit, hein, que ça soit les bars un peu spécialisés hein, pour être correct et les points de deal, bah, en fait tout ça c'est devenu furtif ou fermé mais la mafia ils ont des connexions haut placées donc il va y avoir peut-être des choses qui vont sortir, j'ai envie de dire. On verra peut-être ça dans le canard enchaîné. Mais il se peut qu'il y ait certaines. Ça va aussi bouger de ce côté-là, parce que je dis ça parce que en fait, c'est considéré comme un secteur économique, hein, puisque vous savez que dans le PIB maintenant, le produit intérieur brut de la France et dans d'autres pays, on intègre la prostitution ou la drogue, je me rappelle plus, mais voilà, c'est pas gonfler les chiffres, mais voilà quoi. Donc, il risque d'y avoir des impacts aussi sur ça, des petites surprises, voire des règlements de compte. Hein. Ça serait pas étonnant non plus. Olive 49 utilise pas Messenger. Messenger, c'est totalement accablant. Tu contactes quelqu'un en Messenger, il se connecte, il fait deux trois commandes de hack et il a tout de suite ton IP. N'utilise pas Messenger. Bah, si vous avez des questions techniques, profitez-en. Qu'est-ce que tu appelles grosse tête? Être ou ne pas être? Ah, mais c'est prouvé. Hein. Tu regardes Taken. Tu l'as vu le premier film Taken? Les connexions entre les politiques et la mafia albanaise. Ça, c'est connu. Hein. Et ça, c'est que, je dirais, le sommet de l'iceberg.
t'intéresser à Nice aussi. Tu regardes à Nice, tu regardes qui sont les propriétaires de grosses villas, hein, et puis bah après tu connais le maire quoi toi, mais ça on touche pas, hein. Ça je sais pas. Déjà on sait que le Maroc, bon, à haut niveau ils sont impliqués. T'as l'Espagne, hein, l'Espagne elle fait, c'est un gruyère en fait. Puis après, t'as d'autres circuits en France hein, qui y suivent. Euh, et puis c'est peut-être voulu, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, la drogue, c'est un petit peu comme le chômage. On laisse un peu aller pour contrôler les populations, quoi. Quand il y a un peu de chômage, bah, ça fait peur aux gens qui sont au travail, donc ils ferment leur gueule. Et puis bah, quand il y a un peu de drogue, et ben en fait ça en calme certains qui sont drogués pendant ce temps-là, bah, en fait ils réfléchissent pas quoi. Et je trouve que c'est les plus cons, hein, parce que c'est les premiers à avoir des discours comment changer le monde et compagnie, mais en fait, ils ont besoin de leur dose pour changer le monde, et puis en fait, ils changeront rien du tout, quoi. Ils ont pas de couilles pour le changer, ils ont pas d'idées, ils ont pas de courage, ils sont même pas patriotes. Euh, En fait, c'est des merdes, quoi. Non, idéalement, s'il y avait un coup d'État à faire, euh, dans un scénario, on va dire, on va se projeter comme si on écrivait un film. Faudrait que ça soit des sous-officiers de l'armée qui planifient ça. Ça peut pas être les généraux et compagnie, parce qu'eux, ils sont à la gamelle. Et, euh, et ils auraient sous ordre des gens entraînés, déterminés, patriotes, pas fichés, rien du tout, entraînés et bah, il y aurait un truc à faire, mais comme je l'ai dit, ça serait sanglant. Parce qu'en face, il y a un nid de serpent, en fait, en face. Donc, s'il y a des gens qui veulent faire ça, bah, ils ont intérêt à être bien, 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 bien préparés, quoi. Tout ça pour redonner le pouvoir aux Français, on est bien d'accord, hein. C'est pas pour faire une dictature, hein. C'est pour provoquer des élections anticipées, hein. Avec sûrement une réécriture de la Constitution. Et une purge de pas mal de choses. Des lobbies, de la fonction publique, de l'appareil d'État, de tout, hein, de tout. Il y a plein de gens qui sont trop corrompus. Il y a trop de gens qui se tiennent par la barbichette, comme on dit. Et ceux qui sont au courant savent très bien de quoi je parle. Question informatique, comment faire pour sécuriser son PC au maximum si on n'a pas d'antivirus? Bah déjà, tu surfes pas sur les sites critiques, hein, tout simplement.
Quand tu surfes, de toute façon, il faut que tu saches bien un truc. En fait, ton PC, il passe par un provider. Ton provider internet, hein, ça peut être SFR ou je sais pas quoi, Box, Free, machin. Donc tu laisses des traces chez le provider. Et quand bien même tu utilises un tunnel de connexion ou comment ça s'appelle un VPN ou un navigateur sécurisé comme Tor ou Brave, de toute façon, tu laisses des traces, ce qu'on appelle les métadatas, c'est-à-dire les datas de data. Ça, c'est impossible à effacer. Même les hackers te le diront, quoi. Euh, donc, il n'y a pas de surf, il n'y a pas de surf anonyme en fait. C'est aussi simple que ça. Pour surfer anonymement, en fait, il faut qu'il y ait une connexion temporaire. Je sais pas. Tu sors d'un cybercafé, alors que quand bien même les cybercafés maintenant te demandent ta pièce d'identité, voilà. Bon, tu surfes avec un device que tu utiliseras qu'une seule fois, j'ai envie de dire. Les antivirus, faut savoir que les antivirus, bah, en fait, oui, ça protège ton PC, mais en même temps, tu sais pas ce qu'il fait derrière. Euh, Par exemple, quand l'antivirus te dit oui, c'est l'heure du nettoyage, on va scanner votre PC et tout ça, on va voir s'il y a des virus. Mais en fait, il scanne ton PC, il va scanner ce qu'on appelle la base de registre. La base de registre, c'est en fait, c'est tous les programmes que tu as installés. Euh, il va scanner tout ça, il va scanner tout ce qui est le task manager, donc les programmes en cours d'exécution. Il va aller aussi voir si ton PC, enfin, il va faire des appels réseau pour voir s'il y a il va analyser en fait chaque flux entrant et sortant. Donc en fait, il va capter toutes les IP vers lesquelles tu communiques, toutes les IP entrantes qui communiquent avec ton PC. Il va répertorier tous les programmes qui sont en cours d'exécution, tous les programmes qui sont installés. Et à la fin, il va te dire oui, ça c'est dangereux, ça c'est pas dangereux. Et puis à la fin, il va te dire bon, bah c'est nettoyé, ou alors non, c'est bon. Mais en fait, le programme en question, il peut très bien faire la liste des IP entrantes, des IP sortantes, des programmes en cours d'exécution, des programmes installés, et puis envoyer ça à je ne sais qui. Là, un antivirus, on ne sait pas avec qui il travaille, un antivirus. Moi, j'ai pas d'antivirus. Je fais attention quand je surfe. J'utilise des fois Tor pour, surtout quand c'est un site dangereux. Mais, un antivirus, c'est pas forcément conseillé. En plus, ça ralentit énormément ton PC. Si tu en plus tu mets l'option scan temps réel, bah, en fait, ça c'est pour détecter ce qu'on appelle les worms, les trous de verre. Enfin, les worms, ouais, c'est les vers informatiques. En fait, c'est les virus réseau. Si tu mets un antivirus, en général, ça te prend 20% de ton temps CPU sur l'ordi. Donc, c'est pas terrible. Par contre, si tu n'as pas d'antivirus, bah, en fait, il faut faire gaffe. Tu peux surfer sur les sites, on va dire, standards connus. Dès que tu surfes sur des sites pas trop connus, c'est mieux de le faire via Tor, parce que via Tor, bah, en fait, c'est pas ton IP qui voit, mais c'est l'IP du dernier ordinateur de la chaîne de proxy que Tor déploie quand tu te connectes. Non, non, ça suffit pas. Dans le déjà quand tu installes un programme, en fait, quand tu installes un programme et que tu le désinstalles, il y a toujours des traces dans le registre parce que il y a des logiciels
pour des raisons commerciales, ils laissent des clés, ce qu'on appelle dans le registre. C'est des agents qui t'écoutent pour voir si tu reviens sur le site pour te proposer une promo sur le logiciel que tu as installé précédemment. Il y a des agents qui tournent en tâche de fond. Voilà. Et vider la mémoire cache non plus, hein, parce que ce qui est présent en base de registre est chargé automatiquement quand tu démarres ton ordinateur. Moi, je vous encourage aussi à regarder le reportage de Snowden, hein, sur le hack. Il vous explique les techniques et les trucs encore plus graves. Il y a ce qu'on appelle les rootkits. En fait, les rootkits, ce sont des backdoors qui sont installés dans le hardware de votre PC. Ça peut être une carte réseau, une carte graphique, de la mémoire, un disque dur, une carte mère, etc. Et la puissance d'un rootkit, c'est que, en fait, quand vous démarrez un ordinateur, il reconnaît le matériel, mais l'OS, il n'est pas actif. D'accord? Donc, ça veut dire que si un virus qui est dans un hardware, donc c'est ce qu'on appelle un rootkit, est enclenché, une fois qu'il a fait la détection du hardware de l'ordinateur, il va charger l'OS. Mais l'OS, en fait, lui, il va dire bon, bah, j'ai reconnu le hardware, mais maintenant, bah, je vais regarder, je vais charger les programmes qui sont présents sur le disque dur, je vais me baser sur le masterboard record pour charger les trucs, pour savoir où sont les fichiers, et puis je vais charger les programmes qui doivent se lancer au démarrage, etc. Mais par contre, j'ai pas connaissance de l'état du hardware, parce que c'est la couche au-dessus. Et donc les rootkits, c'est des virus qui sont pas vus par l'antivirus. Et ça, Snowden vous l'explique. Salut Julien. Alors après, dans les liens que j'ai mis dans le dernier live, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est il faut savoir mixer du numérique et de l'analogique. Je l'ai expliqué dans le live. Du numérique, on pourra toujours le hacker. Vous pouvez vous faire hacker avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète. Par contre, de l'analogique, il faut qu'il vienne sur place et qu'il se connecte avec des pinces crocos sur votre système. Les Russes l'ont très bien compris, hein. Il y a beaucoup d'équipements militaires russes qui sont en analogique et pas en numérique. La station spatiale internationale, il y a des fonctions critiques qui sont en analogique et pas en numérique, pour les raisons de sécurité que vous imaginez. Voilà quoi. Le hack en numérique, tout est possible. Vous ne pourrez jamais empêcher de hacker quelque chose, en numérique. D'autres questions?
J'ai un petit problème là avec l'écran. Seconde. Sinon. Bah, vous avez d'autres questions? Oui, et être une palette, comme tu dis, ils ont pensé à tout. En fait, c'est de l'informatique, donc c'est ce qu'on appelle des use cases, hein. Quand tu fais un programme, tu as ce qu'on appelle le métier, l'AME, l'AMOA. Quand on fait un programme, on imagine tous les cas d'utilisation. C'est pour ça que c'est bon, c'est puissant l'informatique, mais heureusement parce que en fait, avec l'informatique, c'est pour ça qu'un immeuble s'écroule pas, c'est pour ça qu'un feu rouge marche. Tu vois, il y a des une centrale nucléaire marche. Il y a des choses. On peut pas blâmer l'informatique complètement. Même une fusée, un missile par exemple de l'armée décolle pas comme ça parce qu'il y a un bug quoi. Tu vois, c'est super carré quoi. Non et ouais, je confirme, hein, l'anonymat sur Internet n'existe pas. Il faut passer par d'autres réseaux. Quitte à ce que après ça arrive sur Internet, mais si tu passes par Internet, t'es écouté en fait. Voilà, bon, moi je vais vous laisser. Je vous remercie d'être venu et bah, je vous dis à bientôt. Et bonne soirée à tous.